Bonjour, dans cet épisode de Trucs d'Histoire, nous allons parler de la colonne Vendôme, aussi appelée colonne d'Austerlitz, colonne de la Victoire ou encore colonne de la Grande Armée. Avant d'évoquer la colonne de Vendôme, je dois évoquer les tropaion, qui signifie trophée, dérivé du verbe grec tropein, qui signifie tourner. En effet, il y a un lien entre la colonne Vendôme et les tropaion, puisque les tropaion sont des trophées érigés à l'endroit même où les adversaires ont rebroussé chemin. Évidemment, ce trophée a évolué avant de devenir une colonne de 40 mètres de haut qui se trouve aujourd'hui sur la place Vendôme. Comme je l'ai mentionné, les tropaion sont érigés là où l'ennemi a rebroussé chemin, c'est-à-dire sur le champ de bataille. On récupère un arbre que l'on taille en croix, on y dispose un casque d'un adversaire vaincu ainsi que des armes au devant de cet arbre. Finalement, l'arbre taillé en croix muni du casque et de la cuissarde va ressembler à un corps d'un adversaire qui a été déchu. Il y a juste un petit problème pour ce tropaion, c'est qu'il n'est pas durable dans le temps. Effectivement, il suffit aux adversaires de revenir quelques jours plus tard, la nuit ou je ne sais quand, pour dépouiller entre guillemets ce tropaion, enlever la cuissarde, le casque et les armes des vaincus. C'est pour cette raison que le tropaion va évoluer, il va devenir un monument construit en briques ou en pierre, mais aussi il va se déplacer. Il ne sera plus réalisé à l'endroit de la bataille, mais dans des lieux symboliques comme Delphes pour les Grecs par exemple, ou encore Rome évidemment pour les Romains. Prenons l'exemple du trophée des Alpes qui se trouve à La Turbie. Ce trophée est une énorme rotonde placée sur un socle carré de 35 mètres de côté et 12 mètres de haut. Tout en haut de cet énorme dôme se trouve une statue d'Auguste. Le bâtiment total mesure 49 mètres de haut, ce qui en fait un plutôt beau trophée quand même. Mais le tropaion n'est pas seulement une sculpture en 3D ou un bâtiment, il peut prendre aussi place sur les monnaies ou encore sur des bas-reliefs. Selon les cultures, les tropaion divergent. En effet, selon Jules César, les Gaulois mettaient un cadavre d'un ennemi vaincu sur un pieu, encore armé pour montrer leur victoire. De ces trophées militaires découlent évidemment aujourd'hui nos trophées sportifs, donc le gagnant récupère une coupe qu'on appelle un trophée. A l'époque, durant la Grèce antique notamment, le gagnant ne remporte pas du tout un trophée, mais un vase par exemple lors des jeux panathénaïques. C'est-à-dire que l'objet de la victoire ne sera pas une sculpture, mais un objet du quotidien. Bon, même s'il est un peu différent des autres, mais c'est pas trop le sujet, on en parlera sûrement plus tard. Avant de parler de la colonne Vendôme qui commémore la bataille d'Austerlitz, il faut parler un petit peu quand même de la bataille d'Austerlitz, qui a eu lieu le 2 décembre 1805, soit un an, jour pour jour, après le sacre de Napoléon. En amont de cette bataille, en 1802, la France signe la paix d'Amiens avec l'Angleterre, paix qui se termine en 1803 lorsque la France déclare la guerre à l'Angleterre. En effet, l'Angleterre venait de prendre d'assaut une centaine de navires français et bataves, c'est aussi pourquoi Napoléon va créer le fameux camp de Boulogne à partir de 1803. L'Angleterre sait personnellement que sa force marine est beaucoup plus puissante que la marine française. Il y a juste un petit problème, c'est que si Napoléon arrive à débarquer en Angleterre, la puissance terrestre anglaise va se faire déchirer par la puissance française. C'est pourquoi, en fin d'année 1804, William Pitt, Premier ministre britannique, décide de former une nouvelle alliance avec l'Autriche et la Russie, qu'on appelle la Troisième Coalition. Avant la bataille d'Austerlitz, Napoléon s'essaye à la bataille marine face à l'Angleterre, le 21 octobre 1805, lors de la bataille de Trafalgar. Il va se prendre une dérouillée, c'était prévu, tout le monde s'y attendait, voilà, hop, emballé, c'est pesé. Pour cette bataille, on parle de 450 morts sur les forces anglaises et seulement 3200 pour les forces françaises et espagnoles. Voilà. Mais depuis août 1805, les forces russes et autrichiennes avancent vers la France. Donc Napoléon décide de lever le camp de Boulogne en 1805 afin d'aller défendre son territoire à l'est. Cette troisième coalition se termine donc avec la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Avec un jeu de tromperie et de stratégie, la grande armée de Napoléon, moins nombreuse, gagne finalement cette bataille. On parle d'environ 65 000 hommes pour la grande armée contre 80 à 90 000 pour la troisième coalition. Les pertes sont de 1500 hommes pour la grande armée et de 15 000 environ pour la troisième coalition. Alors il faut préciser qu'il y aura 7000 blessés durant la bataille d'Austerlitz du côté français, dont la moitié vont mourir quelques jours après. Cela reste une victoire impressionnante pour la grande armée et Napoléon. Napoléon décide donc de commémorer cette bataille en érigeant une colonne sur la place Vendôme. Cette colonne mesure 42 mètres de haut, 44 mètres avec la statue de Napoléon, son diamètre moyen est de 3,60 m et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas totalement en bronze, elle est en pierre avec un parement donc décoratif de bronze. Ce parement décoratif mesure 280 mètres de long, est constitué de 425 plaques de bronze et représente 76 scènes.
Un terrain de foot mesure entre 90 et 120 mètres, on arrondit à 100 mètres, ça fait quasiment 3 terrains de foot, et il faudrait moins de 29 secondes à Usain Bolt pour parcourir cette distance. Selon la légende, ce décor de la colonne d'Austerlitz a été fabriqué avec 1200 canons pris aux ennemis. Les historiens s'accordent à dire que la troisième coalition possédait seulement 130 canons et qu'il faudrait un total de 400 canons pour réaliser ce décor. Merci la propagande. En 1871, après la défaite de Napoléon III, les historiens veulent détruire cette colonne. Mais ce sera pas fait évidemment parce qu'elle est toujours debout. Et bah si, il y a même un symbole très fort puisque la date prévue était le 5 mai 1871, soit 50 ans jour pour jour après la mort de Napoléon Ier. Finalement, elle sera détruite, mais pas le 5 mai, le 16 mai 1871. En 1873, le président de la République, Patrice de MacMahon, ordonne sa reconstruction et ordonne à Gustave Courbet de payer cette reconstruction. Gustave Courbet, peintre français connu pour son tableau L'origine du monde que je ne peux vous montrer, je vous laisse aller sur Google, et aussi pour d'autres tableaux, a été un des détracteurs de la colonne Vendôme. Il a souhaité la déboulonner, la démonter. Il reviendra sur sa proposition et demandera de la déplacer aux Invalides et non de la démonter. Finalement, ce qui sera choisi par les Parisiens, ce n'est ni de la démonter ni de la déplacer, mais de la détruire, de la faire tomber. Puisque sa première idée était de la démonter, il sera jugé coupable de la destruction de la colonne Vendôme et devra donc payer la reconstruction de cette colonne. La reconstruction s'élève à 323 000 francs d'époque, évidemment. Aujourd'hui, 1 euro vaut 3,23 francs 2850. Et oui, c'est un fail du joueur français, donc je me corrige en post-production. 1 franc de 1850 vaut 3,27 euros d'aujourd'hui, ce qui monte le total des réparations à 1 056 000 euros actuels, sans parler de l'inflation évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Finalement, il va mourir avant de payer quoi que ce soit. Revenons à la colonne Vendôme. En effet, il y a quelques détails très importants, notamment cette plaque écrite en latin à la manière des empereurs romains. Ce texte signifie « Napoléon, empereur Auguste, a consacré à la gloire de la grande armée cette colonne formée de l'airain conquis sur l'ennemi pendant la guerre d'Allemagne, remportée sous son commandement en 1805 en l'espace de 3 mois. » De plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une statue tout en haut de cette colonne. Cette statue représente Napoléon mais en tenue de César, couronne de laurier, toge, glaive, globe de la victoire, etc. À la chute de Napoléon Ier en 1814, cette statue sera enlevée puis fondue en 1818. Elle sera remplacée quelques temps plus tard, en 1833, par une statue de Napoléon toujours, mais en tenue de petit caporal. Cette histoire, on la retrouve également à Boulogne-sur-Mer, puisque la première statue de la colonne de la Grande Armée était une statue de Napoléon en tenue de sacre. Aujourd'hui, c'est une statue de Napoléon en petit caporal, mais cet événement est plus tardif, puisque cela a été réalisé sous Charles de Gaulle. Napoléon III fera faire une copie presque parfaite de la première statue pour remettre une statue de Napoléon en tenue de César tout en haut de la colonne en 1863. D'ailleurs, statue qui finira par terre en 1871 lors de la destruction de la colonne, mais qui sera restaurée en 1875. Avec ces deux détails, nous voyons donc des références à l'Empire romain. Mais si on va un peu plus loin, on se rend compte que la colonne Vendôme ressemble énormément à la colonne Trajane de 113 après Jésus-Christ. Cette colonne, construite en 113 après Jésus-Christ, commémore la victoire de Trajan, empereur romain, sur les Daces. Et elle ressemble énormément à celle de Napoléon. Enfin, non, c'est l'inverse. Celle de Napoléon ressemble beaucoup à celle de Trajan. Colonne placée sur un piédestal, le tout mesure 44 mètres de haut, avec une statue de Trajan tout en haut, le décor qui s'enroule le long de la colonne, etc. Napoléon continue de s'inscrire dans la continuité de l'Empire romain. Il est représenté avec une couronne de laurier lors de son sacre. Son emblème, c'est l'aigle impérial. Encore plein de choses. La colonne, évidemment, qui copie la colonne de Trajan, etc. Napoléon a donc voulu se démarquer du régime précédent, de la monarchie, en prenant exemple sur un empire qui a conquis quasiment toute l'Europe. A bientôt pour un prochain épisode de Trucs d'Histoire.